Bienvenue dans ce nouvel épisode numéro 6 sur le podcast de Nitaya à la croisée de l'entrepreneuriat et de la spiritualité. C'est avec grand plaisir que je vous invite aujourd'hui à découvrir un nouvel épisode portrait consacré à Xavier Faye, cofondateur de la chaîne YouTube Tistria. J'ai voulu partir à la rencontre de Xavier pour mieux comprendre son parcours, mais aussi pour lever un coin de voile sur Anthony, son acolyte et fondateur de la chaîne. Ensemble, ils donnent vie à cette incroyable chaîne YouTube. Pourtant, Xavier, tout comme Anthony, préfère souvent rester dans l'ombre, derrière la caméra et le micro. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore Tistria, voici quelques chiffres impressionnants. Une aventure qui dure depuis 14 ans, 76 vidéos inspirantes, à peu près une pause de 2 ans, et surtout une communauté fidèle de 515 000 abonnés. À l'origine, un duo, Anthony, chaîne, vidéaste et photographe, Xavier, qui est également maître praticien en hypnose sagesse, auteur de contes d'auto-hypnose. Plongeons ensemble dans les coulisses de Tistria à travers le portrait d'un homme passionné et discret. Salut Xavier. Salut. Merci de me recevoir chez toi pour cet épisode. Je suis très très contente. Pour moi, tu es la référence sur YouTube avec Tistria. Donc on part sur le même concept que les autres. Tu connais ces 3 questions principales. Ouais. On va tourner l'épisode autour de l'entrepreneuriat et de la spiritualité, puisque Tistria, c'est vraiment la philosophie autour des expériences de mort imminente. Oui, ça a été le premier thème qu'on a traité, mais... oui, T'as la médiumnité. Oui. Un peu de géométrie, sacrée, architecture. En gros, on est un peu sur le thème de l'inexpliqué, développement personnel, voire un peu spiritualité, ces thèmes-là un peu, et voilà, ça enferme beaucoup de choses, mais souvent ça se recoupe un peu les uns les autres. Voilà, donc ça va être vraiment un épisode complètement inédit. On va partir du principe qu'il y en a encore qui ne te connaissent pas. Ouais. Donc est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui tu es ? Oui, alors je m'appelle Xavier Faye, ça fait 14 ans maintenant qu'on fait Tistria avec Anthony. Moi je viens du domaine, j'ai fait des études de pharmacie à l'origine. Je n'y suis pas resté parce que le domaine du médicament me plaisait moins, donc j'ai bifurqué un peu plus dans le domaine de l'environnement. Mais c'était pas très très simple de trouver dans ce domaine-là. On a été beaucoup dans la promo à ne pas trouver, donc on est revenu un peu sur d'autres choses. Et je sentais que pharmacie, je ne me voyais pas travailler en pharmacie, donc j'ai décidé de complètement couper, faire autre chose, de me laisser du temps. Donc j'en suis venu à faire après de l'hypnose. L'hypnose sagesse. L'hypnose sagesse. Donc j'ai été formé par Camille Griselin dessus. J'ai adoré cette période-là où j'ai exercé pendant 5 ans. Ça marchait très très bien. Et puis là maintenant c'est un peu sur pause, mais on continue avec Olivia Favre à faire des livres d'hypnose, des histoires un peu là-dessus, et on voit que ça fait du bien à beaucoup de gens, donc on continue, on voit que ça se vend bien. Donc, voilà. Très bien. Donc Olivia Favre, je pourrais peut-être en parler une prochaine fois. Pour ceux qui me suivent aussi, il y a un interview dans Infinité numéro 7 qui évoque les vies antérieures, comment faire la paix avec les vies antérieures. Et vous pouvez retrouver Olivia également sur Tistria, sur l'épisode... comment c'est déjà ? Je crois que c'est faire la paix avec l'enfant intérieur, où on est tous les deux à intervenir justement pour parler de l'hypnose sagesse, de comment est-ce qu'on la pratique. C'est ça, je crois qu'il date il y a 4 ans et il y a plus de 250 000 vues. Oui, je crois. Ouais. Tu connais un petit peu les chiffres clés de ta chaîne ? Pas trop, je sais, voilà, on a les 510 000 abonnés. La moyenne d'âge, à peu près, je sais qu'Anthony m'en avait parlé, il me semble que c'est aux alentours de 40-50 ans, je crois. Mais un petit peu moins, je pense. Hein. Ouais. Ça, justement, j'étais un peu surpris. Moi, je pensais que c'était un peu moins. Et en fait, ça se répartit entre 30 et 50, grosso modo. Mais vraiment, le pic, ce qu'on peut voir vraiment par pic un peu de tranche d'âge, c'est plus 40-50 ans. Ce qui n'est pas étonnant, parce que c'est souvent, même dans la patientèle que j'avais, c'est là où il y a un changement, où il y a des prises de conscience qui se font un peu, où il y a des changements de vie importants qui sont opérés, parce qu'on va dire avant, on suit un petit peu le désir un peu des parents ou certaines choses comme ça, et à un moment on s'autorise un peu plus à vivre pour soi et à vouloir faire des changements. Et dans une quête de sens, voilà. Et ça arrive aux alentours de 40 les enfants ans. sont déjà un peu plus grands, des choses aussi comme ça, où on commence un peu à repenser un peu plus à soi. Et c'est pas étonnant que ce questionnement... Alors après, la période du Covid a aussi pas mal aidé aussi les gens à se poser beaucoup de questions, à être obligés de se recentrer un peu sur eux, à refaire des choses, à plus travailler sur eux plutôt que d'être dans le tumulte un peu de la vie de tous les jours. Faire une pause. Exactement. Et donc voilà, ça...
Moi, j'ai noté quelques chiffres. Donc, tu parles bien de 510 000 abonnés. Ouais. Il y a quand même 75 vidéos. Ouais. C'est un gros succès. Donc, en termes d'audience, est-ce que tu sais si c'est plus des gens dans la médiumnité, dans la thérapie, dans le bien-être? Est-ce que tu as un petit peu une idée du persona Dans les commentaires qu'on voit, il y a un petit peu tout. Alors effectivement, il y a certains thérapeutes ou personnes qui ont des ressentis, qui se posent beaucoup de questions en fait. Et justement, on voit que les vidéos les aident à mettre des mots, c'est surtout ça, des mots sur ce qu'ils ressentent. C'était le cas par exemple sur la dernière vidéo de Léa, on voyait des gens dire mais c'est exactement ce que j'ai ressenti à tel âge, c'est donc ça en fait ce que j'ai ressenti. En fait ça les soulage de voir qu'il y a quelqu'un qui les comprend, qu'ils sont pas fous, que ce qu'ils ont ressenti, quelqu'un d'autre les a déjà ressentis. Et il y a juste des gens qui se posent des questions, qui se demandent est-ce qu'il y a juste la vie comme ça telle qu'on la voit, ou est-ce qu'il y a quelque chose un peu de plus, quelque chose un peu plus spirituel ou différent. Qui les dépasse. Voilà, ça peut être au moment d'un décès de quelqu'un, où ça ouvre une petite brèche pour qu'on commence à se poser des questions un peu sur la vie après la mort, la signification de la vie, les vies antérieures, il y a plein de choses comme ça. Et donc voilà, on a l'impression d'apporter des réponses aux gens par les intervenants qu'on a. Est-ce que tu as conscience, ou même Anthony, de tout le bien que vous faites à travers ces vidéos? Pas trop. Justement parce qu'on n'apparaît pas, nous, dans les vidéos, on tient à rester un petit peu à l'écart, parce que ce qui est le plus important, c'est vraiment l'intervenant, c'est le message que la personne donne, et on tient à ce que vraiment le focus se fasse sur ces personnes-là. Mais oui, on reçoit des super messages, des trucs comme ça, mais on se rend pas compte. Je veux dire, Anthony ou moi, on se fait pas reconnaître dans la rue, voilà, on reste discret, mais on reçoit plein de super messages de gens pour qui ça a vraiment fait du bien, pour qui ça a changé la vie. C'est aussi pour ça qu'on continue de faire ce travail-là depuis 14 ans, qu'on le fait entièrement, gratuitement, parce qu'on pourrait mettre un système d'abonnement, de choses comme ça, mais ça couperait le sens, selon nous. Il y a un système de dons, il me semble. Il y a un système de dons, en fait on fonctionne comme ça, même si ça ne suffit pas à rendre la chaîne pérenne, donc on essaye plusieurs choses, de faire notamment des ateliers un petit peu à côté avec des intervenants qui l'acceptent. On fait un peu moitié-moitié entre l'intervenant et nous, pour que les gens qui ont bien aimé l'intervenant puissent déjà aller un peu plus loin s'ils veulent. Par exemple, Léa, elle proposait des outils sur la médiumnité, sur comment commencer à développer ces choses-là. Donc si les gens veulent commencer à apprendre, ils peuvent. Et puis nous, ça nous permet aussi de nous rémunérer un petit peu. Et puis on noue des partenariats avec certains médias, à droite à gauche aussi, pour voir, qui nous achètent les documentaires aussi, et les interviews. Donc c'est là où on rentre plus dans le volet entrepreneuriat, à savoir est-ce que la chaîne est rentable? Oui. Non. Non. Donc là il y a un scoop. Non, c'est vraiment un truc passion. Et alors, Anthony arrive à en vivre, on pourrait pas être à deux dessus. Il arrive à en vivre, en plus on a dû arrêter pendant 2 ans, pendant la période du Covid, donc il faut le temps de tout relancer. On a l'impression aussi que les algorithmes un peu sur YouTube ont un peu changé pour toutes les chaînes dans le même genre, elles sont moins mises en avant, on a des gens qui sont abonnés mais qui ne reçoivent pas nos vidéos quand ça sort. Donc on voit qu'il y a certaines choses, certains thèmes qui sont un petit peu mis à l'écart, cachés, voilà. On a l'impression que les paliers de vue ne bougent pas au bout d'un certain seuil, alors que nous on sait qu'il y a de plus en plus de gens, on voit le trafic, mais on a l'impression que c'est comme si YouTube bloquait certaines choses. Voilà, c'est des choses qu'on a vues sur d'autres chaînes, où certaines autres chaînes parlent déjà, mais ça dépend vraiment des thèmes. Là, d'après ce que me disait Anthony, ça a plutôt tendance à s'améliorer là maintenant. Mais pendant la période Covid, c'était assez compliqué. Peut-être qu'il faut produire un peu plus, Ouais, alors c'est que ça demande beaucoup de temps, ce qu'on disait aux gens, c'est qu'on n'est que 2 et Anthony est le seul à faire le montage. C'est un travail de titan parce qu'il faut tout remettre dans l'ordre, parce que les interviews telles qu'on les voit, on a l'impression que c'est fluide. Pas du tout. Mais il y a plein de petites choses à couper, il y a plein de choses à remettre dans l'ordre, et ça, Anthony, il a une super intuition pour ça. Il voit vraiment. Je le vois pendant les interviews, je vois qu'il est déjà un petit peu dans sa tête, parce qu'il est déjà en train d'imaginer comment est-ce qu'il va réagencer tout le truc. Pour que ça soit fluide, justement. C'est comme un dessinateur qui a fait un peu son mood board. Oui. C'est qu'on a l'impression qu'il n'est pas là des fois pendant les interviews, et pourtant il va vous sortir une question très, très pointue, très pertinente, qui a exactement trait avec ce que la personne vient de dire. Donc on peut entendre la voix d'Anthony. Alors, on met jamais nos voix sur les bien. C'est que de l'écrit. Mais quand on pose pendant l'interview, c'est vraiment un échange un peu comme si on était entre copains, on parle de sujets comme ça, mais il y a tout le travail de montage qui fait que c'est fluide, que ça fait plus professionnel. Et on porte une attention assez importante à la forme, justement. Ce qui est un peu moins présent sur YouTube, sur ces sujets-là, en tout cas.
Il y a un énorme travail de plein d'intervenants qui est fait avec soit des webcams, soit un peu en studio, mais il n'y a pas tout ce travail d'illustration que peut faire Anthony, qui est important, qui demande énormément de temps. C'est ça, hein, moi je suis fan de Tistria, donc je peux très bien aussi en parler. Ce que j'entends et que je partage autour de moi, c'est l'esthétisme qu'on ressent, mais dès le démarrage. Ne serait-ce que de la vignette à la bande-son, au montage. Ça, on le doit à Anthony. Oui, c'est sa patte. Alors ça a été copié par certaines chaînes, notamment américaines. Donc on voit parce qu'il a aussi une chaîne américaine, Anthony, qui diffuse des sujets. Alors c'est très axé expérience de mort imminente. D'accord. C'est quasiment que de ça. Mais ça plaît énormément à ces gens-là, à ce public-là, etc. Mais on aimerait bien que la chaîne soit un peu aussi traduite en anglais, en espagnol, diffusée un peu plus. Donc on y réfléchit un peu à tout ça. Avec tout ce qui est IA, peut-être que ce serait plus simple, plus rapide. Mais c'est pas encore mis en place. Mais oui, c'est des thèmes qui nous intéressent, tout ce qui est EMI, etc. Mais je sais plus ce que je voulais te dire. On parlait en fait du rôle d'Anthony par rapport à l'esthétisme, et ça, pour moi, vous êtes les seuls. Mais toi, parce que moi j'ai envie vraiment de parler de toi, Xavier, comment tu interviens sur cette chaîne ? Alors, en fait, on se répartit beaucoup les intervenants. Quand j'ai rencontré Anthony, j'avais déjà un bon bagage de connaissances sur ces sujets-là. Ça m'intéressait depuis que j'étais tout petit. Comme je te l'ai dit, mon père était libraire, donc j'avais accès un peu aux bouquins assez facilement et je les dévorais. Et du coup, je lui ai proposé assez rapidement pas mal d'intervenants qu'il ne connaissait pas. Et on a vite échangé, on a vu qu'on avait la même vision des choses, à ne pas vouloir trop se mettre en avant, à vouloir mettre en avant les intervenants avec quelque chose de très intéressant visuellement, une qualité vraiment professionnelle en fait dessus. Parce qu'on aimait bien tous les styles un peu amateurs, comme je disais, mais on trouvait que ça coupait le public de certaines choses. Ça rendait le truc un peu moins sérieux ou accessible. Et donc moi, je vais plus préparer en amont les interviews, lui proposer des idées, des intervenants, prendre contact avec les intervenants aussi, beaucoup. Donc c'est toi qui es plus en lien avec les auteurs, les professionnels. J'ai plus le volet social de Tistria, et Anthony, il est un peu plus... la technique. Voilà. Et c'est quelque chose qu'il aime beaucoup, le côté image, un peu tout ça, c'est quelque chose vraiment qui l'intéresse, montage et tout. Moi, j'ai ni le temps ni la passion de ça, parce que c'est vraiment c'est un travail qui est vraiment très très minutieux et qui est très... Je pense qu'il faut vraiment avoir le truc. Comment toi tu sélectionnes ? Parce que j'imagine que vous êtes sur-sollicité, tu me dis qu'il y avait quand même pas mal de commentaires, j'imagine qu'il doit y avoir une liste d'attente de personnes qui veulent... Oui, alors c'est des ressentis, c'est soit un bouquin où on sent que la personne est sincère dedans, on peut avoir des propositions de personnes qui sont très connues et on va pas le faire, parce que des fois on s'est rendu compte que c'était pas spécialement les meilleures interviews. Alors peut-être que ça marchait sur YouTube, mais nous on n'aimait pas spécialement le ressenti sur le moment. Des gens qui te parlent de lâcher prise et qui, pendant l'interview, sont complètement à l'opposé de ça. Oui, ils sont pas très congruents, on va dire. Donc il y a des choses comme ça, et puis maintenant on essaye de plus en plus de partir sur des gens, même peu connus la plupart du temps, pour qui vraiment il est arrivé quelque chose d'extraordinaire, qui vont utiliser qui n'ont pas spécialement quelque chose à vendre, mais juste qui comprennent pas ce qui leur est arrivé. Ça les a sortis d'un monde un peu, entre guillemets, classique, et ça a ouvert quelque chose, et justement je pense que les gens arrivent d'autant plus à s'identifier. Et c'est souvent les interviews que nous on a le plus aimé, qui marchent très bien aussi, et c'est parce que ça peut vraiment arriver à tout le monde, et il n'y a personne qui est coupé de cette lumière là, entre guillemets. Il y a vraiment quelque chose qui se passe, et c'est des gens qui ont totalement changé. C'est pour ça que les EMI c'est passionnant, parce que c'est des gens qui ont été arrachés à leurs conditions d'un coup, qui ont vécu quelque chose de complètement extraordinaire, qu'ils ne s'attendaient pas, qui n'étaient pas spécialement croyants. Oui, en plus c'est ça qui est assez dingue dans ce que tu m'as dit en dehors du podcast, c'est qu'il y a des personnes qui ont vécu limite des miracles, et qui ne sont pas forcément aucune confession religieuse, et ça a complètement bousculé, basculé leur vie du jour au lendemain. Il y a une augmentation de conscience qui se fait d'un coup, il n'y a plus les mêmes aspirations, et on a eu des personnes qui ont une expérience de mort imminente, qui complètement un confort de vie très agréable pour quelque chose de moins confortable, mais qui a beaucoup plus de sens pour eux. Alors il y a peut-être certainement des fois une mise en danger un peu financière au début, mais ils sentent qu'il y a un accompagnement, ils ont une confiance très sereine sur l'avenir, les choses vont leur être amenées quand ils vont penser. Ce qu'on appelle l'abondance. Il n'y a pas de vibration de manque. C'est plus que des gens qui accumulent, c'est des gens qui, ça se fait au fur et à mesure, c'est vraiment dans le flux, les opportunités viennent toutes seules.
Et c'est souvent des gens qui ramènent un petit bout de là-haut quand ils regardent. Tu sens que le regard il est pas le même, il y a une forme Ah ouais. de tranquillité, de paix, de sagesse qui est pas la même. On aime bien ces personnes-là parce que c'est. T'arrives à le percevoir, ça, maintenant, Oui. au bout de... Attends, j'ai dit combien? 75 vidéos. Tout de suite, tu dis, tiens, lui, il a ce feu intérieur, cette flamme dans les yeux. Oui. Ouais. Ouais, on sent un truc vraiment. Tu sens une sincérité, tu sens qu'il y a un truc qui est vraiment. Qui est en paix. Tu vois, ils ont trouvé une sorte de paix intérieure, etc. Et c'est quelque chose, je pense, qu'on recherche tous. Alors, d'abord, il y a toujours le côté financier, il y a d'autres Bien choses, sûr. mais au fond, ce qu'on veut tous, c'est trouver cette espèce de paix, De d'être d'accord avec sérénité, toi. ouais. Et on sent que ces gens-là, ils l'ont trouvé, et je trouve ça hyper inspirant de voir ça chez quelqu'un, de voir ce qu'il dégage. Et des fois, c'est des toutes petites phrases, pour eux, ça a l'air de rien, mais ça fait des petits Électrochoc, tips voilà, ouais. dans la tête, des petits déclics. Et moi, je sais que je recherche beaucoup ça, c'est déjà ce que je recherchais beaucoup, ce que je recherche toujours un peu en hypnose, Oui. ces petits déclics, ces petits mots qui s'échappent un peu au cours de la conversation, qui veulent dire beaucoup sur ton passé. Et bien là, c'est pareil, il va y avoir des mots bien particuliers, c'est pour ça qu'on ne se lâche jamais de faire autant d'interviews, surtout sur ce thème-là, des expériences de mort imminente. Les expériences de Ouais. mort imminente, Ouais. les EMI. Tistria. Oui. Je sais pas, on te l'a posé un milliard de fois, là, cette question, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Sirius en hébreu. Et qui l'a trouvé? Enfin, Ça, c'est Anthony. C'est Anthony. Parce qu'en fait, on voulait que ça s'appelle Sirius à la base, mais c'était déjà pris. Et il trouvait que ça sonnait bien, et Ouais. ça restait. Et toi, ça te Moi, c'est vrai faisait que je trouve écho? qu'il y a plus simple à dire. c'est pas le plus simple. Mais voilà, maintenant c'est installé. Et puis peut-être que c'est un nom qui nous a porté chance aussi. Hein, donc, Et le symbole, c'est venu avec? je ne sais pas du tout. Je pense que c'est Anthony vraiment qui a tout fait dans sa tête. Voilà, il est très inspiré aussi, Anthony. Tu sens qu'il a une très bonne intuition. Il y a des choses qu'il capte aussi. Et, Vous êtes tous les deux intuitifs, non? alors je pense, alors pas de la même manière à mon avis. Ça c'était Christine André qui nous en avait parlé, qui disait qu'on canalisait, mais c'est pas, chacun va le faire à sa manière. Moi je sais que peut-être ça passe dans mes histoires. Tu vois, je sens que des fois c'est fluide. Je sens que le truc il sort tout seul, etc. Et que c'est vraiment, je sens que je suis accompagné, que l'histoire me plaît. Anthony, ça va être différent, c'est dans la manière de. Soit c'est dans les choix de questions qu'on va poser l'un ou l'autre. Et donc, je pense que c'est même dans le montage, dans le design, il va savoir peut-être quelle séquence mettre plus en avant. Des fois, ça n'a rien à voir vraiment avec tout le déroulé. C'est pas vraiment, on prend pas l'interview comme elle a été faite. Il va prendre un bout à la fin qu'il va remettre au début, puis au milieu, etc. C'est très très fluide quand ça va comme ça. Et en fait, non, c'est hyper décousu. Et lui, il réarrange tout pour que ce soit très très facile à lire pour les. Clairement, c'est ce qu'on voit. Enfin, si tu as envie d'avoir mon ressenti, on a l'impression que ça a été filmé en one shot. Oui. Vraiment, on a cette sensation de dire waouh, l'interview a dû merveilleusement bien se passer, puisqu'on a l'impression que tu as démarré la caméra, tu l'as éteinte et la personne elle n'a pas bougé. Alors que la bonne moitié, c'est pas le cas. Ouais. Bonne moitié, c'est des gens qui redisent plusieurs fois la même chose, il y a plein de redites, de trucs comme ça, de raclements de gorge, de trucs où tu sens qu'ils s'en mêlent un petit peu ou qu'ils sont stressés. Malgré le fait qu'on fasse le plus possible pour que ça se passe bien, parce que tu vois, il y a juste une caméra, des fois ça peut stresser un peu. Oui, il y a une seule caméra. Il y a une seule caméra. Ok. Il y a une seule caméra, peut-être qu'on fera avec une deuxième, un de ces quatre, on verra, on y réfléchit. Mais pour l'instant, c'est plus simple aussi à monter. Mais, donc on ressent même pas. Sur les vidéos qu'il y a une forme de stress, on a l'impression qu'ils sont hyper à l'aise, hyper fluides. C'est là où il est super doué en fait. C'est là où il est très très doué, il ressent ce truc-là et il sait vraiment mettre en lumière les intervenants comme il faut et pour que le message, encore une fois, soit beau. Après, la vidéo, elle fait son chemin, l'intervenant aussi. Des fois, il y a des intervenants qui changent par rapport au message qu'ils donnent. Ils ne sont pas spécialement très cohérents. Mais là, après, vous vous affranchissez de tout ça. C'est une fois que tu publies la vidéo, après, ça vous appartient plus. Oui, c'est ça. En fait, l'important, c'est le message. C'est ce qu'on dit, c'est le plus important, c'est pas le messager. Il y a des gens qui vont avoir une très bonne manière de dire les choses et qui vont provoquer les bons déclics chez la personne, mais qui, eux, l'ont peut-être pas intégré comme il faut. C'est pas grave, ils sont aussi en cheminement, mais ça n'empêche pas qu'il y a des gens qui sont d'excellents tribuns et qui savent très très bien parler, mettre les choses en forme, mais qui ont aussi leur propre chemin à faire humainement et voilà, puis ça suffit, ça, pour des gens ça va être juste le déclic qu'il faut dans leur vie, quoi. Les vidéos sont quand même limite thérapeutiques. Oui. Voire éducatifs. On essaye beaucoup de se mettre à la place de quelqu'un qui découvre un peu ça pour la première fois, d'avoir des questions
très concret, de demander souvent aux intervenants des exemples, que ce soit des thérapeutes, enfin des cas qu'ils ont vraiment eu pour que ça parle vraiment au concret, qu'on ne parte pas dans des choses trop perchées ou trop spirituelles. C'est important, mais il faut vraiment trouver. C'est pour ça que, de par nos études avec Anthony, on a quand même ce côté-là un peu. Oui, vous êtes tous les deux scientifiques, toi, études de pharmacie, lui plutôt dans gestion, la vente, oui, c'est dans ça, la vente. Donc c'est quand même très rationnel comme départ de formation. Ouais. Et comment, tous les deux, ou plutôt toi, quel est le cheminement que tu as fait vers la spiritualité ? Alors moi tout petit, j'ai été fan des ovnis, j'ai été très marqué par le film E.T. Ok. Et j'observais beaucoup avec mes petites jumelles qui ne voyaient à peine plus loin que le jardin de mon voisin pour voir si je voyais quelque chose, quoi. Tu vois, j'avais un petit télescope mais je voyais rien du tout. Mais ça me fascinait ce truc-là. Et je me suis beaucoup intéressé à ce sujet-là tout petit. Et petit à petit, c'est parti après justement sur les expériences de mort imminente, sur ces choses-là. Donc très tôt. Très tôt, ouais, alors plus vers les 12 ans, où là j'ai commencé un peu plus à lire des choses un peu plus pointues, mais ça m'intéresse énormément ces sujets-là. J'ai toujours été d'un naturel plutôt à me poser des questions. Ok. Et comme ton père était libraire, est-ce que j'imagine il y avait une source d'informations très riche à la portée de main ouais, je voyais un peu ce qui sortait, puis voilà, il y avait YouTube qui commençait à arriver, Dailymotion aussi, où il y avait pas mal de gens qui commençaient à faire du contenu là-dessus, donc c'était une ouverture énorme pour moi sur le monde, sur tous ces sujets-là. Et c'était génial en fait, du coup j'avais accès à tout ça et je me posais beaucoup de questions un peu sur le sens de la vie, sur plein de choses comme ça, et puis c'est plus le côté spirituel qui m'a apporté des réponses, alors, notamment pas mal de penseurs un peu indiens. T'en as un à citer ? Moi celui que j'adore le plus c'est Anthony de Mello. Ok. Je vous conseille, moi c'est un des livres qui a changé ma façon de voir le monde, comment ça s'appelle, c'est son plus connu, il y a Redécouvrir la vie, il y en a un autre, c'est Quand la conscience s'éveille. On le mettra dans la description. En fait, il a étudié en Angleterre, et du coup il est un peu à mi-chemin entre la pensée occidentale et orientale. Du coup, certains penseurs indiens, c'est un peu dur à digérer. Et lui, au contraire, il enseignait beaucoup par le biais de petites histoires, ce qui fait le lien un peu avec ce que je fais maintenant. Avec l'hypnose sagesse, très bien. Et du coup, je m'inspire beaucoup de sa façon de penser, parce que on sent il faisait partie de ce qu'on appelle des êtres éveillés. Tu sens qu'il n'y a plus d'ego, il y a quelque chose de très très doux dans la façon de gérer les émotions, il y a quelque chose de très très bienveillant, et ça résonne. Tout ce qu'il dit, tu sens que c'est de la sagesse pure. Vraiment. C'est pas quelqu'un qui se donne un genre, c'est quelqu'un qui était très très simple, mais il y avait vraiment quelque chose, et il transmettait beaucoup par l'incarnation de Bouddha. Je sais pas, non mais c'est juste qu'il a à un moment donné, il y a eu le truc qui a fait que ça s'est ouvert. Et peut-être cette double éducation, vu que tu me dis qu'il faisait ses études en Angleterre. Oui. Il y a un côté aussi très occidental à vouloir dire on va être rationnel dans notre approche. C'est ça. C'est très appliqué à notre façon de voir le monde, et parce que j'en ai lu d'autres, mais lui c'est vraiment celui qui m'a le plus bluffé, où il y a vraiment eu quelque chose qui s'est passé. J'ai dit ok, toi t'as capté quelque chose, je vais suivre le mouvement, quoi. Et je sais que lui j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et puis après c'est parti sur il y a eu un peu certains formateurs, un peu certains coachs, des choses comme ça qui ont juste de temps en temps, c'est juste une petite phrase. Oui. Mais tu sens que sur l'inconscient ça percute. Il y a des phrases, c'était Laurent Lévy qui disait un truc, mais c'était dans la vie, Xavier, t'as qu'un seul choix quand t'es face à un problème, c'est soit tu vas avoir raison, soit tu vas être heureux, mais tu pourras pas avoir les deux. Donc et moi cette phrase-là, c'est toujours le mantra que je me pose, et souvent ça me permet d'aborder la vie de manière beaucoup plus pragmatique. Quand je suis en colère contre quelque chose ou contre quelqu'un, je me dis, mais en fait, est-ce que tu veux avoir raison ou est-ce que tu veux être heureux ? Et puis un coup de colère, c'est tant de moi. Ouais, c'est ça, mais du coup c'est de l'ego que tu es obligé de faire taire. Tu dis, mais en fait, il y a cette phrase de Bouddha, c'est la colère, c'est comme si tu buvais du poison en espérant que ce soit l'autre qui en meurt. C'est exactement ça, c'est qu'à vous que ça fait du mal. Donc ça, c'est ta notion aussi de la spiritualité ? Oui. Ouais, c'est apprendre à détacher un peu de tout ça, du côté d'être trop gouverné par ses émotions, par le mental. Alors je ne dis pas que j'y arrive, c'est un travail à vie, je pense. Oui, je pense. Et puis j'ai pas tendance à méditer, même si je voudrais le faire un peu plus. Alors des fois tu vas avoir des choses plutôt dans les prières, quelle que soit la religion. Tu as des choses où tu sens que l'état de prière, c'est un état d'élévation, un peu de conscience, où tu ne penses pas que à toi, il y a quelque chose de plus grand qui passe un peu là. Et je pense que pour certains, peut-être pour notre culture à nous, c'est plus par là que ça passe, peut passer aussi. Ça, c'est top. On arrive quasiment à la fin du podcast, si on respecte les règles du jeu. Est-ce que tu as quelques actus à nous partager autour de la chaîne Tisseraie, ou même ta propre actu, des ouvrages à sortir ?
Oui, on a 2 livres qui arrivent avec Olivia sur les contes d'auto-hypnose. Donc un qui parle de l'abondance, sous toutes ses formes, que ce soit argent, amour, paix intérieure, les rencontres, tout ça, créativité, enfin toutes ces choses, on a l'impression qu'il y a un peu... Il y a comme des petits saboteurs qui empêchent que le flux arrive facilement à nous. Et c'est souvent nous, inconsciemment, où on se bloque. Donc ça peut être quelqu'un qui va avoir une rentrée d'argent, puis le jour même, tu as la voiture qui tombe en panne. Ouais. Ça part. On attire à nous certaines situations parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas OK avec le fait d'avoir de l'argent. Et ça, on pourra le traiter en auto-hypnose ? Oui, parce que tu vas... On va partir d'histoires un peu générales, mais pour expliquer à quel point notre inconscient fait des associations d'idées. Souvent quand on est petit, par exemple, gagner de l'argent, c'est mal parce que tu as vu dans un reportage quelqu'un qui, tu vois, Jeff Bezos, tu vois, par exemple, gros cigare à la main, voilà, qui écrase tout ce qu'il peut autour de lui, qui vire des gens. Donc pour toi, tu as une image de la richesse qui n'est pas forcément bonne. Et justement, on met ça un peu, on explique que l'argent, c'est une énergie, ça n'a rien de bon, rien de mauvais, c'est comme un marteau, tu peux taper sur des gens avec, comme construire une école. Tout à fait. Tout dépend, tout dépend de l'usage. Exactement. Ouais. Donc c'est là où on peut parler des croyances limitantes, qui sont très, très puissantes à ce sujet. Donc ce livre, il sortirait quand ? Il sortira en mars, on n'a pas encore la date exacte, au mois de mars, et il y a le tout dernier après qui sortira, alors lui qui est plus sur le thème de tout ce qui est auto-sabotage et culpabilité notamment, qui est un des sentiments majeurs. Honte et culpabilité, c'est un des premiers remparts à la vraie guérison pour moi. C'est-à-dire qu'on va avoir d'abord honte de ce qu'on ressent. Une fois que tu enlèves ça, déjà, tu es déjà un peu plus ouvert à pouvoir guérir des choses. Et dès que tu enlèves un peu cette barrière-là, c'est plus simple. Et là, celui-ci sortirait plutôt au courant du mois de septembre. D'accord. Donc il va plus aller... autant le premier, c'est plus sur de l'épanouissement pour aller vers du bonheur, autant celui-là, c'est vraiment pour aller travailler des choses un peu en intérieur. Okay. Ça va aller aussi vers de l'épanouissement, mais on va aller chercher à résoudre des... De toute façon, les 2 livres se complètent très bien. Oui, on essaie de prendre des thèmes un peu qui peuvent toucher à peu près tout le monde. Et celui-ci, voilà, il devrait sortir en courant septembre. Donc, je répète, mars, septembre 2025, avec Olivia Favre, aux éditions... toujours le Courrier du Livre. Ok, Courrier du Livre. Donc, on pourra le trouver partout. En fait, Daniel nous a proposé de faire toute une collection. Sur ces thèmes-là. C'est une belle actu. Voilà. Et côté Tistria, est-ce que tu as une actu ? Tistria, alors on aimerait bien organiser des conférences. Ah, j'entends tout le monde dire hurrah. En fait, on voudrait que les gens qui nous regardent puissent rencontrer physiquement les intervenants. Donc on ne sait pas encore comment faire ça, on n'a pas d'expérience du tout là-dedans, donc on va voir un peu comment les choses évoluent. On essaie de prendre un petit peu des noms à droite à gauche de personnes qui seraient OK pour faire ça, qui ont peut-être un peu plus d'expérience que nous déjà pour mener une conférence déjà dans un premier temps. Et puis on va voir comment ça se passe, et puis si vraiment ça marche ou que ça nous plaît, on va essayer d'en faire un peu plus régulièrement. Est-ce que tu veux lancer un appel s'il y en a qui veulent se proposer ? Après, c'est dans les intervenants qu'on a eu. Ouais. On a déjà eu des contacts. On pensait notamment à Christine André, Léa, Vanina, qui serait aussi qui serait complètement OK pour venir. On va voir. Puis dans les futurs aussi. Mais dans les salles, si tu recherches des salles. Oui. Ça, justement, on est en train de peaufiner tout ça. C'est pas encore arrêté. C'est un peu dans les cartons, mais c'est quelque chose que moi, en tout cas, j'aimerais beaucoup mettre en place. Alors nous, on serait là, évidemment, pour répondre aux questions que les gens auraient. Mais vraiment, le plus important, c'est que les gens puissent rencontrer les intervenants. Ça, c'est top. On peut croiser les doigts pour 2025 ? Oui, j'espère. Ouais. Bon. Super pour ce super scoop. Merci beaucoup, Xavier. Avec plaisir. Et puis, je vous dis à très vite. Salut !